le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Green Hands. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le dirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Salut les Green Addicts. Alors pour clôturer cette trilogie sur l'alimentation, aujourd'hui nous accueillons donc Céline Faustin qui est diététicienne et nutritionniste et avec qui nous allons pouvoir échanger et discuter sur une transition alimentaire visée vers le végétarisme et donc les conséquences de ce régime alimentaire sur notre corps et notre santé. Voilà. Alors, Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc déjà, je te remercie pour l'invitation. Oui. Parce que c'est toujours intéressant de parler de nutrition dans d'autres contextes que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc pour me présenter, du coup, je suis diététicienne en fait depuis 2005. Donc ça fait 18 ans que je fais ce beau métier avec passion. Depuis 2005, donc, j'ai accompagné près de 3000 personnes à modifier leur alimentation en fait, donc que ce soit pour la transition végétale ou pour perdre du poids ou pour des problèmes de santé particuliers. Et donc j'ai toujours accompagné en fait mes patients avec empathie, bienveillance. Voilà, c'est toujours les mots qui ressortent un petit peu des retours que j'ai en fait de mes patients. Et donc je suis moi-même du coup végétarienne, donc d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, du fait que je le sois personnellement et de manière professionnelle aussi. Comme ça je peux apporter aussi mes petites pattes et donner des petites explications sur ce sujet. Ok. Et donc, vu que tu es végétarienne, c'est quoi qui t'a fait basculer dans le végétarisme? C'est plutôt un côté éthique, comme on peut voir souvent en ce moment, ou simplement parce que c'est plus sain pour ton corps, la digestion? Alors, je dirais de base, c'était plus par goût. C'est-à-dire que dans l'enfance, quand j'étais en primaire ou du coup à l'âge du collège, donc je dirais entre 10 et 15 ans, déjà j'aimais pas trop la viande en fait. C'est-à-dire que j'étais pas très attirée par la viande. Après mes parents forcément m'obligeaient à en manger au repas. Mais en fait je la mâchais, mais j'arrivais jamais vraiment à l'avaler. Ouais. Donc, je pense que j'avais déjà un problème un peu de dégoût. Donc je suis restée très longtemps juste avec du jambon cuit, parce que le cru ça passait pas, les charcuteries ça passait pas. Donc jambon cuit, steak haché ultra cuit et le blanc de poulet. Voilà, en gros je me suis alimentée comme ça parce que c'est tout ce qui est passé et parce qu'on m'obligeait entre guillemets à en manger au repas. Après je suis devenue vraiment officiellement je dirais végétarienne. Je crois que c'était en 2013 quand Gilles Lartigot, je sais pas si tu le connais, Gilles Lartigot en fait il a écrit un livre qui s'appelle Eat, donc ça s'écrit E-A-T. Oui. Et lui il est végétarien et il est super baraqué, enfin genre et il avait presque la cinquantaine je crois à ce moment-là quand il en parlait. Et il avait parlé beaucoup de végétarisme vis-à-vis de la cause animale, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, que j'ai fait le lien aussi avec la cause animale. Chose qu'auparavant, j'avais pas forcément pris conscience. Et en lisant ce livre et en allant à ces conférences, du coup, ça m'a fait le tilt en fait pour me dire, là c'est bon, j'ai jamais aimé ça de toute façon, autant du coup basculer directement, officiellement dedans, puisque en plus je voyais que lui, il était pas tout maigrichon comme on pouvait voir de certains végétariens d'il y a quelques années. Ils étaient tous super maigres, on
y perdait leurs cheveux. Enfin, on voyait qu'ils n'étaient pas forcément en bonne santé, je trouve. Et du coup, ça me donnait pas forcément envie non plus. Alors que lui, il était en super santé, il était beaucoup plus âgé que moi, super musclé, il faisait du sport tous les jours. Enfin, vraiment, ça m'a fait un switch. En fait, je me suis dit, tiens, en fait, on peut être végétarien en étant en bonne santé, et même en faisant du sport et tout. Et du coup, ça a vraiment été là où j'ai fait le switch. Et donc j'ai complètement arrêté la viande. Alors je suis restée en fait parce que il y a plusieurs types de végétarisme et moi je suis ovo-lacto-végétarienne, c'est-à-dire je mange quand même des œufs et des produits laitiers mais uniquement sous forme de fromage, genre chèvre ou brebis. Par contre je mange plus de yaourt ni rien. Voilà, donc par contre je mange plus vraiment de chair animale. Ok. Voilà, donc je dirais que c'est comme ça que je suis devenue végétarienne. Et puis après il y a le côté santé aussi, dans le sens où quand j'ai commencé mes études de diététique, j'avais tout de suite après le bac en fait, puisque je me suis dit que je voulais être diététicienne, j'avais 17 ans, donc j'ai tout de suite orienté mes études là-dedans. Et après j'ai compris le côté santé, notamment tout ce qui est un peu cardiovasculaire, donc vis-à-vis des viandes grasses, qui apportent quand même des graisses saturées, etc. Tout ce qui est cholestérol, aussi tout ce qui est le lien avec le cancer, notamment le cancer colorectal, vis-à-vis des viandes rouges et des charcuteries. Et puis voilà, donc tout le côté santé, je l'ai vraiment pris en compte pendant mes études et je suis devenue officiellement, ça fait 10 ans du coup que je suis vraiment végétarienne dans mon quotidien. Donc oui, justement, ça me fait penser à quelque chose. Donc tu es végétarienne, donc tu ne manges pas de produits animaux, c'est-à-dire pas de viande et pas de poisson. Voilà. Ni de crustacés. Non, ok. Ni de fruits de mer, non. Ouais. Non. Oui, fruits de mer. Oui. Ouais. Ok, donc parce que je précise un peu, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais bon, je reprécise aujourd'hui parce qu'on fait des confusions des fois au niveau végétarisme. On pense qu'on n'enlève que la viande, alors on enlève aussi le poisson. Et, voilà. C'est pour ça qu'il y a différents types de végétarisme. Il y a les végétariens qui ne mangent pas de chair animale, mais qui mangent quand même des œufs et des produits laitiers, donc c'est un peu ma catégorie. Après, il y a des végétariens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson, donc ce sont les pesco-végétariens. D'accord. Donc ils ne mangent pas de chair de viande, mais ils mangent quand même le poisson et les fruits de mer. Après, il y a les végétaliens, donc eux, ils ne mangent aucun produit d'origine animale. Donc ni produits laitiers, ni miel, ni chair animale, voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui vient du règne animal est éliminé. Et ensuite il y a les véganes qui eux sont comme les végétaliens, mais en plus il y a tout le côté boycottage des zoos, des siquariums, vraiment pour la condition animale, tout ce qui est cosmétique justement, non testé sur les animaux, c'est des personnes qui ne vont pas porter de vêtements en cuir, de chaussures en cuir, voilà, c'est vraiment... Oui, ça dépasse la sphère alimentaire. Ça dépasse la sphère alimentaire, c'est vraiment un mode de vie en fait. Oui. Donc tu en as un petit peu parlé là dans ta réponse, mais bon, j'y reviens quand même dessus. Concrètement, est-ce que manger végétarien c'est mauvais pour la santé? Est-ce qu'on a des carences? Alors, tout dépend le type de végétarisme qu'on utilise dans le quotidien. Être végétalien ou vegan, donc quand on n'a pas du tout de produits animaux, il y a plus de risques évidemment de carence puisqu'il y a certaines vitamines et certains minéraux qu'on ne trouve que dans le règne animal. Donc par exemple la B12, la vitamine D, les oméga 3, voilà, ce genre de choses qu'il faut bien faire attention de trouver dans le règne végétal du coup, ou de se complémenter du coup pour éviter des carences. Après, dans le végétarisme plus classique, il faudra faire attention au fer et au zinc et au calcium. D'accord. Tout dépend ce qu'on a éliminé ou non de son alimentation. Mais c'est vrai qu'on pense souvent au fer, mais on ne pense pas au fer et au calcium, c'est souvent les plus connus comme carences, on va dire, et encore qu'on peut les trouver dans le règne végétal. Par contre, la B12 et les oméga 3, là, voilà, faut arriver à bien trouver dans l'alimentation, ou même par complémentation, pour ne pas être carencé. D'accord. Les oméga 3, on peut les trouver dans des huiles, non? Oui, aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le côté végétal et animal toujours à mettre
en comparaison, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver disons que je dirais qu'il ne faut pas passer au végétarisme sans connaissance en nutrition. Oui. Parce que quelquefois, on peut juste éliminer les produits d'origine animale, mais sans compenser autrement par des aliments végétaux qui vont apporter, et du coup, d'axer vraiment sur ces aliments-là, pour ne pas avoir ces carences. Oui, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu aussi des problèmes, qu'il y a eu une image négative sur ces régimes alimentaires. C'est parce que les gens, du jour au lendemain, ils ont dit « Bon, ben allez, moi j'arrête » et on ne peut pas arrêter comme ça, sans savoir ce qu'on va manger par la suite. Ouais. On peut pas se végétaliser sans connaissance et en faisant n'importe comment. Voilà. Sinon, forcément, il y aura des carences ou des troubles digestifs derrière, parce qu'on va se mettre à manger plein de légumineuses et puis en fait on va pas les supporter. Voilà, il y a plein de petites choses quand même à prendre en compte. Et avant de te poser la question là sur le fer, je voulais savoir si toi tu avais eu des soucis quand tu es passé au végétarisme. Est-ce que tu as entre guillemets rechuté sur de la viande de temps en temps, ou tu as juste basculé parce que toi tu sais en plus comment ça fonctionne et tout, donc tu as bien pu rééquilibrer correctement sans avoir besoin de repasser de temps en temps sur de la viande Mais comme par goût déjà j'étais pas très viande, je dirais ça m'a arrangé entre guillemets d'avoir eu ce déclic. Ouais. Parce que du coup ça justifiait le fait que j'ai jamais été très viande et que c'était une très bonne excuse du coup pour passer le cap en fait. Parce que on me forçait plus ou moins à en manger, puis je pensais qu'il fallait en manger, etc. J'étais pas bien renseignée encore à ce moment-là. Donc non, en fait par goût, j'ai pas très envie de remanger de la viande dans mon quotidien. J'en achète jamais en fait à la maison. Si j'en mange, c'est parce que je vais être invitée et que on va me proposer de la viande et que j'aurai envie d'en manger à ce moment-là, parce que ça va être préparé d'une certaine façon qui fait que je vais aimer. Mais sinon, moi dans le quotidien, j'en achète pas. Et si j'en mange, c'est parce que je suis en extérieur. Donc en gros, ça doit arriver une fois tous les 2 mois, mais vraiment pas plus. Voilà, mais sinon non, j'ai pas forcément de craquage, dans le sens où de base c'était pas quelque chose que j'apprécie. D'accord. En fait, mais ça c'est propre à moi-même du coup. Oui, ça dépend des personnes. Ouais, c'est sûr. Il y a des personnes peut-être qui veulent l'arrêter sur le côté santé et éthique, mais qui de base aiment ça. Donc peut-être qu'il y a des moments où ils auront envie d'en manger aussi. Oui. Mais c'était bien d'avoir ton témoignage justement, savoir comment toi t'avais géré ça. Et donc oui, comme on parlait de ce qui pouvait manquer sur ce régime alimentaire, donc le fer, est-ce qu'on peut le trouver en dehors de la viande parce que surtout pour les femmes, parce que souvent on est carencé, mais qu'on mange de la viande ou pas, de toute façon on est carencé. Ouais. Est-ce qu'on peut en trouver dans d'autres aliments? Alors déjà au niveau des carences, par rapport à la supplémentation, parce que souvent il y a des personnes, il y a souvent des femmes qui deviennent végétariennes et qui vont en automatique se complémenter en fer sans savoir si elles sont carencées ou pas. En fait, elles le font en anticipation pour éviter une carence. Sauf qu'il faut savoir que quand on n'est pas carencé en fer et qu'on se complémente, en fait, c'est très mauvais pour la santé. Il ne faut jamais se complémenter s'il n'y a pas une carence avérée via un bilan sanguin. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que un excès de fer, en fait, ça va être pro-oxydatif, donc ça peut engendrer derrière des cancers, et c'est pro-inflammatoire, donc tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, etc. Donc il faut faire attention de ne pas se complémenter si on n'a pas de carence véritable. Ok. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Après, si besoin d'une complémentation, il faut faire attention au fer que l'on va choisir. Il y a différents types de fer qui sont plus ou moins assimilables par notre organisme. Par exemple, moi j'ai eu des patientes qui ont été complémentées avec le fameux tardiféron que beaucoup connaissent. Oui. Mais c'est un fer qui n'est pas très bien assimilable et qui en plus provoque des troubles digestifs. Donc il faut partir plutôt sur du bisglycinate de fer, donc c'est une forme de fer qui est beaucoup mieux assimilée, ou le pidolate de fer. D'accord, c'est intéressant. C'est vraiment les deux formes qui sont les mieux assimilées par l'organisme. Okay. Voilà, après,
Petite astuce aussi, quand on est carencé en fer ou qu'on veut faire attention justement à son fer, qu'on fait attention à manger les bons aliments exprès et tout, je dirai après quels aliments apportent du fer. En fait, il faut aussi penser à tout ce qui est pour toujours une meilleure assimilation. C'est-à-dire que pour que le fer alimentaire soit bien assimilé, par exemple, il faut éviter de boire du thé au même repas. Okay. Parce que les tanins du thé ou même le café, les tanins du café ou du thé vont empêcher l'assimilation du fer. Donc si vous faites tout un repas avec tout ce qu'il faut pour vous apporter du fer ou que vous vous complémentez en fer mais qu'avec ça vous prenez du thé, ça va complètement inhiber l'assimilation en fait du fer que vous aurez fait attention à bien prendre. Okay. Donc d'éviter le thé proche des repas pour éviter du coup cette mauvaise assimilation. Et puis d'un autre côté, pour accentuer une bonne assimilation, il faut apporter de la vitamine C. C'est-à-dire qu'au même repas, vous mettez un peu de jus de citron dans votre salade, vous utilisez du persil sur vos légumes. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place pour augmenter l'assimilation du fer que l'on peut avoir via l'alimentation. D'accord. Donc éviter le thé au même repas, associé avec de la vitamine C. Donc ça peut être le kiwi aussi, le kiwi, les poivrons. Oui, j'y pensais justement, là j'avais du mal en tête. C'est tout bête, mais juste de manger ça en même temps que vos compléments ou en même temps qu'une alimentation qui est choisie pour apporter justement du fer, ça permet du coup d'accentuer l'assimilation. Après, dans l'alimentation végétale, on va trouver du fer par exemple dans les algues. Donc ça on trouve plutôt au magasin diététique, on peut les intégrer du coup dans nos salades. Après il faut aimer un petit peu le goût de la mer, c'est-à-dire tout ce qui est iodé. Tout ce qui est iodé. Ouais. Voilà. Je savais pas que dans les algues il y avait du fer. Donc, ouais. Et c'est là où il y en a le plus parce que par exemple j'avais noté pour 5 grammes d'algues, on apporte 11 mg de fer. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et pour seulement 5 grammes. C'est pas beaucoup, comme 5 grammes dans la salade, c'est vite fait. Hein. C'est ça, donc on peut très bien avoir une alimentation végétale riche en fer. Après, pas trop toujours, voilà, de faire attention avec des bilans sanguins de contrôler nos taux. Après, les morilles. On n'y pense pas, mais les morilles, il y a pas mal de fer. Pour 50 grammes, il y en a 8,5 mg. Ah ouais. Donc pour donner une idée, une femme, elle a besoin en réalité de 2 à 4 mg de fer pour son organisme. Mais pour que ce soit cette quantité-là qui soit à 100% assimilée, en fait, il faut en manger à peu près 16 mg. D'accord. Parce qu'on n'assimile pas 100% de ce que l'on mange. Donc pour se donner une petite marge, donc on se donne 16 mg à peu près pour une femme. Et puis donc quand on sait que rien que 5 grammes d'algues, ça apporte 11 mg, on n'est pas loin évidemment d'apporter ce qu'il faut. Le quinoa aussi, il y a pas mal de fer dedans. Pour 80 grammes de quinoa pesé cru, donc ça fait une portion normale après une fois cuit, mais il y a quand même 6,5 mg de fer. Ah oui. Donc c'est pas négligeable aussi. Donc on peut très bien avoir du fer et ne pas être carencé en fer avec une alimentation végétale. Il faut juste optimiser l'assimilation, c'est-à-dire en évitant de boire du thé au même repas, en ajoutant de la vitamine C en même temps, donc un kiwi, du jus de citron, du persil, voilà, pour augmenter du coup l'assimilation. D'accord. Et donc je reviens sur les oméga 3. Je pense pas que tu l'aies dit. Où c'est qu'on peut en trouver en dehors du poisson et des crustacés? Donc j'avais parlé des huiles, mais bon, quelles huiles peuvent être utilisées? En fait, après il y a en effet les huiles, mais il y a aussi tout ce qui est graines de chia. Ah oui, d'accord. Parce que c'est très riche en oméga 3. Les graines de lin aussi, qu'on peut... Les graines de chia et les graines de lin, il ne faut pas les consommer juste comme ça, saupoudrées dans la salade. Parce qu'on ne va pas bien les mâcher. En général, c'est tellement petit qu'on ne va pas bien mâcher. Et donc, ça peut être irritant pour le tube digestif.
Voilà, pour les intestins. Donc les graines de chia, c'est toujours un peu gonflé dans de l'eau. Donc par exemple, dans un porridge ou dans un pudding de chia, voilà. On va toujours les faire gonfler un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'il y ait une petite pellicule un peu gélatineuse autour. Voilà, comme ça veut dire que ce sera mieux assimilé. Et les graines de lin, on peut les moudre en fait juste avant de les consommer. Donc soit on achète un petit moulin à poivre et puis on met ces graines de lin dedans et puis dès qu'on a besoin dans la salade, hop, on moud en fait juste au-dessus de la salade. Soit on trouve des petits sachets en magasin diététique, des petits sachets de graines de lin moulues à froid. Après ouverture, il faut conserver au frigo. Et moi j'en ai trouvé par exemple, c'est un mélange de graines de lin et de baies de goji. D'accord. Donc je saupoudre ça sur mes salades ou sur mes tartines le matin par exemple. Voilà, ça apporte toujours un petit peu d'oméga 3. Après il faut savoir que peu importe notre régime alimentaire, qu'on soit omnivore, végétarien ou quoi, en vrai on devrait tous se complémenter à l'année en oméga 3. Oui, on est tous carencés en fait. On est tous carencés. Oui. En fait, peu importe son régime alimentaire. Et c'est aussi dû à l'industrialisation de notre alimentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, pour éviter le côté pro-inflammatoire, en fait, il faut avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6. On a besoin des deux, mais il suffit qu'il y ait un déséquilibre pour que ce soit inflammatoire. Et quand on a un terrain inflammatoire, ça va engendrer derrière, ça va faire le lit de toutes les pathologies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que de base on a un terrain inflammatoire. Même juste l'hypertension, c'est dû à un terrain inflammatoire. Donc pour éviter ce terrain inflammatoire, il faut bien équilibrer ce ratio oméga 3, oméga 6. En fait, de préférence, il faudrait qu'il y ait un oméga 3 pour 4 oméga 6. Malheureusement, dans notre alimentation d'aujourd'hui, on est plutôt à 1 sur 16, voire 1 sur 20. D'accord. Donc on mange 4 fois trop d'oméga 6. Et ça, c'est pro-inflammatoire. C'est toujours comme tout, c'est la dose qui fait le poison. On a besoin de tout dans un certain équilibre, en fait. Dès qu'il y a un déséquilibre, forcément, il y a des conséquences derrière. Donc déjà, via l'alimentation, via des compléments, il faut se complémenter du coup en oméga 3 pour augmenter la part d'oméga 3. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les entrants. Et il faut diminuer du coup la part d'oméga 6, déjà en évitant certaines huiles, donc par exemple l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, c'est des huiles qui sont riches en fait en oméga 6. Et après via l'alimentation, je dirais industrielle, c'est-à-dire c'est pas des huiles qu'on va nous pouvoir acheter en bouteille, mais genre l'huile de palme ou l'huile de je sais plus l'autre, il y a l'huile de palme et je sais plus. Enfin, l'huile de coco peut-être. De maïs. Ah, de maïs, d'accord. Non, l'huile de coco est très bonne. Ah oui, parce que non, je sais pas. Ok, je sais pas ce que tu voulais. L'huile de maïs et l'huile de palme, c'est pas des huiles que nous on peut acheter en bouteille, mais elles sont très utilisées au niveau industriel. Ah oui, on en voit partout. Donc on voit partout et malheureusement quelquefois sur les étiquettes, c'est écrit huile végétale. Sauf que ça peut être de l'huile de palme ou de l'huile de maïs. C'est trompeur. C'est trompeur, voilà. Donc le problème c'est que ces huiles-là sont très utilisées parce qu'elles sont très peu chères, donc pour les industriels c'est rentable pour eux. Sauf que pour nous c'est mauvais pour notre santé. Et même si on fait attention à ne pas manger de produits industriels et à faire attention justement à nos huiles végétales, malheureusement on peut en manger sans le savoir. Notamment quand on est omnivore, parce qu'on va manger de la viande par exemple. C'est-à-dire que dans les viandes, on peut trouver des oméga 6 en excès. Par exemple, si l'animal il a été nourri au grain de maïs, forcément dans sa chair, il y aura des oméga 6. Si les œufs que l'on choisit, ils sont classiques, on va dire, si les poules elles ont été nourries aussi au maïs, forcément, il y aura des oméga 6 dans l'œuf aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux choisir tous les œufs où c'est noté riche en oméga 3, nourris aux graines de lin, ou pour les viandes, tout ce qui est bleu blanc cœur, label rouge, voilà, c'est des labels un petit peu spécifiques. En tout cas pour les personnes qui mangent de la viande. Ouais. Mais de base, voilà, on est tous
carencé, c'est pas vraiment carencé, c'est juste qu'il y a vraiment un déséquilibre dans le ratio. Et donc, il faudrait augmenter les entrants en oméga 3 et diminuer les entrants en oméga 6. Okay. Donc, de bien choisir ces huiles et de faire une complémentation quasi à l'année, en fait, en oméga 3. Après, on trouve des oméga 3 d'origine végétale. En complément. Donc ça, pour les végétariens ou les véganes, il n'y a aucun problème, ça se trouve très bien et c'est très bien assimilé. Oui, donc c'est quand même un peu des idées reçues de dire que parce qu'on mange pas de viande, on va être forcément carencé puisqu'on l'est même si on est omnivore. C'est ça. En fait, le problème, c'est plus l'industrialisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on mange des aliments qui apportent des calories qui sont vides. Donc ça ne nous apporte pas vraiment d'éléments essentiels au fonctionnement de notre corps. Oui. Et oui, donc en fait, je voulais aussi rebondir sur les protéines. Parce que du coup, la viande et le poisson, ça en contient pas mal. Oui. Donc on en a besoin dans notre corps au quotidien. Et est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'on peut retirer donc, le poisson et la viande de l'alimentation et en ayant un apport en protéines identique en fait. Correct, oui. Alors déjà pour les végétariens dans ma catégorie, c'est-à-dire qui mangent quand même des œufs, là évidemment il n'y a aucun problème puisque les œufs sont très riches en protéines. Pour ma part, j'en mange 2 tous les matins au petit-déj. Donc je sais déjà que j'ai ma part de protéines à ce moment-là. Après, pour compléter au niveau des repas, parce que je ne vais pas non plus manger des œufs 3 fois dans la journée. C'est sûr. Voilà, donc après je varie avec des produits à base de soja. Donc tout ce qui est tofu, tempeh. Après il y a différents types de tofu évidemment. Il y a du tofu lacto-fermenté, nature, aromatisé. Enfin on trouve vraiment plein de produits aujourd'hui pour pallier à ça. Après en dépannage aussi il peut y avoir tout ce qui est protéines en poudre. Donc on trouve des protéines en poudre végétales. Moi j'en utilise très régulièrement. Donc c'est notamment de la protéine de chanvre ou des mélanges de protéines de pois. Donc ça peut être sympa pour mettre dans un smoothie, dans un porridge, pour faire des pancakes. Voilà, ça permet toujours de complémenter en fait en protéines, en plus de ce qu'on pourrait manger au niveau des repas. Après au niveau des besoins oui, voilà, c'est quoi la quantité protéines, voilà, parce qu'on a des besoins différents déjà selon si on est un homme ou une femme, selon si on fait du sport ou pas, selon l'intensité du sport aussi. De manière générale, moi je m'occupe énormément de femmes, donc je vais parler du coup en premier pour les femmes. Donc en général, je conseille entre 1 et 1,2 g de protéines par kilo de poids par jour. D'accord. Donc c'est en fonction de son poids. Donc quelqu'un qui fait 60 kg, il faudra qu'il calcule 60 fois 1. Donc il lui faut 60 g de protéines par jour. Sachant que dans 100 g par exemple de viande, on n'a pas 100 g de protéines. En réalité, il n'y a que 18 g de protéines. Donc il faut bien regarder au niveau des étiquetages, si vous achetez du soja, si vous mangez des œufs ou quoi, de vérifier l'apport protéique et puis de cumuler tout ce que vous mangez sur la journée pour voir si vous êtes au bon niveau. Et si c'est pas le cas, de modifier un petit peu vos habitudes alimentaires, voire de compléter avec de la protéine en poudre que vous prendrez justement dans un dessert, dans un porridge, dans un smoothie éventuellement. Est-ce que les légumineuses, ça apporte aussi des protéines ? Oui, les légumineuses en apportent aussi. En fait, c'est en même temps moitié féculent, moitié glucides. Moitié protéines, pardon. Oui. Donc c'est moitié sucre, moitié protéines. Donc il en faut. Après, à faire attention parce que quelqu'un qui passe d'une alimentation normale au végétarisme et qui du coup se met à manger tous les jours des lentilles ou des pois chiches ou quoi, ça peut ne pas très bien passer au niveau digestif. Ouais. Donc à faire attention, déjà peut-être de les tremper. Donc en général on conseille de les tremper la veille au soir pour les cuire le lendemain. Déjà pour les permettre une prédigestion, je dirais, parce que ça va un petit peu ramollir les fibres qui sont à l'intérieur. Et puis pour enlever aussi tout ce qui est antinutriments qui vont empêcher derrière l'assimilation de la protéine, des minéraux, etc. Donc à faire attention de ne pas basculer complètement sur le côté légumineuse. C'est très bien, il en faut, mais à faire attention parce que c'est souvent mal digéré.
ou en tout cas il faut déjà s'occuper d'avoir une bonne digestion. Donc pour ça, c'est comme quand on veut se complémenter en fer, en minéraux ou autre, on peut très bien apporter tout ce qu'il faut, mais ce sera mal assimilé si on n'a pas une bonne muqueuse intestinale. Donc en fait il faut modérer, faut pas... Voilà, c'est toujours une question d'équilibre. Ouais, dans l'assiette il faut en avoir juste un petit peu quoi. Ouais. Voilà, et puis une question de santé de base au niveau intestinal. Parce que la muqueuse intestinale, c'est ce qui fait qu'on va bien digérer, qu'on va aussi avoir une bonne assimilation des nutriments. Donc c'est très important justement de veiller. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aujourd'hui de la glutamine, voilà, parce que c'est des aliments, des compléments qui peuvent permettre de régénérer la muqueuse intestinale et derrière d'éviter pour éviter l'hyperperméabilité intestinale et donc derrière des conséquences au niveau santé, intolérance, maldigestion, etc. Donc en fait, là j'avais une question, mais je sais pas si... Donc quels sont les aliments qui sont équivalents à la viande ou au poisson dans une alimentation végétale? Est-ce qu'en fait on va le trouver dans chaque aliment qu'on va manger, plus ou moins, ou on a vraiment des aliments point par point qu'on peut prendre en remplacement? Il y a certains aliments qui sont riches en protéines, par exemple on l'a dit, les légumineuses, tout ce qui est soja, en tout cas dans le règne végétal. Après pour ceux qui mangent encore des œufs, forcément il y a les œufs aussi. Et puis les protéines en poudre qu'on peut ajouter. En plus, maintenant, ils sont de très bonne qualité et très bien digérés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, on peut trouver vraiment les œufs, le soja, les légumineuses et la protéine végétale en poudre. D'accord. Pour vraiment varier. Mais ça permet de résumer. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'association d'aliments pour un végétarien sur une journée type? C'est-à-dire un petit déjeuner, un dîner, un encas si on en prend. Donc déjà j'ai un conseil, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est au niveau du petit déjeuner vraiment d'éviter de manger sucré. C'est-à-dire que le petit-déj qu'on connaît aujourd'hui, depuis longtemps en France, comme le pain avec le beurre, la confiture, le jus d'orange et le yaourt, en fait ça c'est au niveau santé, c'est un peu catastrophique, surtout au niveau de la glycémie. Donc, et pour déclencher aussi la dopamine le matin, en fait la dopamine c'est un neurotransmetteur qui nous permet de nous doper, de nous booster dès le matin au réveil. Et pour qu'elle soit sécrétée, il ne faut pas que le sang le matin soit trop sucré. Donc forcément, dès qu'on va choisir des aliments sucrés comme la confiture, le Nutella, le miel, du pain blanc, voilà, ou des aliments qui ont un impact important sur la glycémie, le pain blanc par exemple, voilà. Comme c'est très peu riche en fibres, forcément derrière ça va être digéré très rapidement. Donc il y a un impact important sur la glycémie. Donc déjà d'éviter pour tout le monde de manger sucré le matin. Il faut apporter de préférence une protéine et des glucides, mais plutôt à index glycémique bas. Donc pour les personnes qui mangent des œufs comme moi, moi le matin je mange des œufs, du pain spécial, on va éviter donc le pain blanc, donc du pain par exemple au levain, de seigle, de campagne, au petit épeautre, voilà, toutes les farines un peu spéciales. Et dessus je mets un petit peu de beurre de cacahuète, parce que j'adore ça. C'est super bon ça. Et je saupoudre de mon fameux mélange graines de lin, baie de goji, moulu. Voilà, ça c'est mon petit déj parce que je mange quand même encore des œufs. Après, en version végétalienne, ça peut être un porridge protéiné, donc des flocons d'avoine avec du lait végétal, une protéine en poudre qu'on rajoute, et puis on peut rajouter avec des fruits, de la purée d'amandes, voilà. Donc ça peut être un petit déj avec un apport de protéines et en même temps des glucides de bonne qualité le matin. C'est complet quand même, hein? Oui, c'est quand même... on peut quand même manger tout à fait normalement, sans avoir faim. Oui. Après, au niveau des repas, donc je vais donner 2 exemples. Donc ça peut être crudité avec un dalle de lentilles au lait de coco et puis avec du tempeh coupé en petits dés dedans. Ou alors un genre de bol mexicain, je dirais, avec des haricots noirs qui peuvent être cuits avec des oignons et des épices,
On peut aussi rajouter du riz basmati, puisqu'on parle souvent de l'association des légumineuses avec les céréales pour avoir des apports en acides aminés complémentaires. Donc là, du coup, il y a les haricots noirs avec le riz. On peut aussi rajouter de l'avocat en tranches. Et puis, si besoin, des légumes en plus, comme de la salade verte avec des tomates, par exemple. En fait, les 2 exemples que j'ai donnés sont végétaliens, les 2. Oui, mais finalement, bon. Donc c'est adaptable, c'est aussi adaptable. D'accord. Donc voilà pour les petits exemples. Après, en collation, je dirais, on peut très bien... moi, j'aime bien faire ça et ma fille, qui a 6 ans, elle adore du coup. C'est tout ce qui est Energy Balls. En fait, on mixe de la chair de dattes, donc c'est des dattes medjool, c'est les grosses dattes bien charnues. Je vois ce que c'est. Donc on les mixe avec moi j'achète du cacao cru en poudre, cru parce que du coup il y a encore tous les bienfaits de la fève de cacao dedans, contrairement au cacao en poudre classique qui eux sont torréfiés, on va dire. Donc forcément il y a une perte de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, etc. Donc cacao cru en poudre, non sucré du coup. Je le mélange avec les dattes mixées et je mixe aussi avec tout ce qui est noix. Donc en fait ça peut être des noix du Brésil, des amandes, des noix, voilà. Après selon ce que j'ai, je change. Et puis donc ça fait un genre de pâte qu'on peut rouler. Et puis et après j'enroule aussi dans de la noix de coco râpée par exemple. Ça peut être un super goûter qui apporte des vitamines, des fibres. C'est très énergisant. Assez énergisant, donc genre on n'en mange que 2, souvent ça suffit. Mais pour le coup, voilà, on peut ne pas se priver. Après, ça peut être aussi un yaourt végétal avec du granola maison. Voilà, ça peut aussi être un goûter sympa. Ou des petits cookies qu'on aura fait, ou un banana bread à base de, souvent à la place des œufs, on utilise de la banane écrasée, voilà, ou de la compote. Pour avoir la même texture finale du dessert. Mais on trouve plein de recettes sans œufs, sans beurre, ni rien sur internet pour faire des goûters sympas. Ok. Donc, je reviens là sur ce que j'ai vu de ton programme. Donc, tu as un programme sur le sucre. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est quand même un petit peu le fléau. Là, j'ai parlé un petit peu du sucre vis-à-vis du petit déjeuner, mais en fait, il faut savoir que si la dopamine n'est pas sécrétée le matin, ça va engendrer derrière des fringales de sucre tout au long de la journée. Et ça va être un petit peu les montagnes russes de la glycémie. C'est pour ça que sur la journée, ça va avoir des conséquences. En fait, dès le matin, le choix que l'on fait va avoir des conséquences. C'est pour ça que j'ai créé le programme Libère-toi du sucre. Alors, en fait, c'est un programme qui permet de se libérer du sucre en 7 semaines, tout en restant gourmand. C'est-à-dire que les Energy Balls que j'ai dit, ça fait partie du programme, par exemple. Okay. Voilà. Puisque l'objectif de ce programme, c'est pas du tout de supprimer tous les sucres de l'alimentation. En fait, c'est surtout de savoir les choisir, de les consommer au bon moment pour optimiser derrière certaines réactions chimiques, plutôt que de les stocker. Et puis, de les identifier dans les étiquettes. Voilà, donc ça, c'est important. Pour moi, de dire que c'est pas un programme pour supprimer les sucres de l'alimentation, parce qu'il y a quand même le carré de chocolat, il y a quand même du sucre de coco s'il faut, voilà ce qu'il faut. Ce programme, ça sert surtout à vous apprendre à les choisir et les consommer au bon moment pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur votre corps et sur votre santé. Donc, et c'est un programme qui permet autant de régulariser notre relation au sucre, du genre chocolat, gâteau, bonbons, etc., que notre relation au sucre du type féculent, qui sont aussi des sucres quand même. Oui. Donc aussi on parle des sucres cachés dans les aliments du commerce, parce qu'il faut savoir que 70% des aliments salés du commerce contiennent du sucre. Donc comme ça, j'ai un petit document qui s'appelle la Bible des sucres, et en fait dedans il y a la liste exacte de tous les noms cachés des sucres qu'on voit dans les ingrédients, et on n'identifie pas que c'est du sucre en fait dedans. Donc vous avez toute la liste, comme ça en regardant vos étiquettes, vous pouvez voir s'il y a le sucre qui est caché. Après, l'ennui avec tout ce qui est produits industriels, c'est qu'on trouve aussi du bio industriel
et du vegan industriel. Donc je pense que ce programme peut aussi servir pour les personnes qui ont modifié leur alimentation pour partir vers le végétal, mais qui du coup se servent de steaks végétaux du supermarché ou quoi, qui restent industriels et bourrés de sucre ou bourrés d'aliments qui ont un impact sur la glycémie. Moi, je sais que quand je suis devenue végétarienne, j'ai perdu 10 kilos et mon mari 27. Bon, il partait de plus loin que moi. Mais je vois bon nombre de femmes qui, en se mettant au végétarisme, prennent du poids. Parce que du coup, elles compensent par des aliments encore plus industriels que quand elles mangeaient finalement de la viande qui était un peu plus naturelle, on va dire. Mais pour le coup, voilà, l'équilibre n'est plus bon. D'accord. Donc c'est important quand même de le prendre en compte. En fait, il faut faire beaucoup maison. Oui, de toute façon. C'est ça. Ouais. En fait, de manière générale, il vaut mieux quand même faire tout maison. C'est pour ça que c'est important de faire soi-même ses steaks végétariens, voilà, à base soit de légumineuses, genre j'ai des recettes de steaks végétariens à base de haricots rouges ou à base de soja texturé. Voilà, il y a plusieurs sortes de recettes qu'on peut utiliser. Et en effet, dans mes programmes, il y a des recettes, du coup, puisque il y a des recettes végétariennes. Après, je m'adapte aussi. J'ai des patientes qui sont pas du tout végétariennes et qui n'ont pas envie de l'être. Donc, je m'adapte forcément à la personne que j'ai en face de moi en fonction de ses objectifs. Je ne vais pas prendre que des patientes végétariennes. Oui, non, je me doute bien que voilà. c'est varié. Donc, je m'adapte. Oui. Après, la plupart de mes programmes et de mes accompagnements, il y a toujours... j'essaie toujours d'ouvrir un petit peu sur le côté végétarien. Les patientes que je suis actuellement dans mon programme Équilibre, qui est un programme axé sur la perte de poids, pour le coup, je leur demande le soir d'essayer de tester un petit peu les protéines végétales. Voilà, le midi, elles ont leur viande, leur poisson ou autre. Mais le soir, j'essaie petit à petit, voilà, de leur faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux produits et de nouvelles protéines, du coup, qu'elles n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc, ça permet, voilà, petit à petit de planter des petites graines pour peut-être qu'un jour, si elles veulent passer le cap, elles auront déjà ces bases-là et elles pourront équilibrer derrière. Donc aujourd'hui, tu accompagnes tes clientes surtout sur le côté diététique, perte de poids. Tu n'accompagnes pas encore des personnes, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est dans tes projets, pour passer sur un autre régime alimentaire, mais sans vouloir forcément perdre du poids. Mais, disons que j'ai pas de programme pour la transition végétale aujourd'hui, mais je l'intègre plus ou moins dans tous mes accompagnements. Parce que même le programme Libère-toi du sucre, je parle aussi de protéines végétales dedans. Donc je dirais tout est un peu les protéines végétales, le végétarisme est un peu infiltré dans tous mes programmes et tous mes accompagnements. Après, j'ai pas de programme spécifique, mais comme je fais aussi les consultations à l'unité, je veux dire, ça peut être pour n'importe quel type d'objectif. Voilà, quelqu'un qui veut passer au végétarisme, voilà, forcément je vais pouvoir l'aider aussi, voilà, parce que j'ai le programme Libère-toi du sucre, le programme Équilibre qui est axé sur la perte de poids, mais aussi où je peux accompagner dans la transition végétale si on a aussi une perte de poids voulue en même temps. Et après, il y a les consultations à l'unité, je dirais, où là c'est vraiment individuel selon les objectifs de chacun. Aussi, j'ai un programme qui s'appelle le programme Diète. C'est un programme de rééquilibrage alimentaire à faire en autonomie via des vidéos. Donc là aussi, c'est axé végétarien, puisque moi, c'est ma façon de m'alimenter. Donc forcément, ça ressort dans tous mes conseils. Mais j'ai pas encore de programme spécifique pour la transition végétale. Ok. Alors... ça c'est un super entretien, hyper riche je trouve, en informations, je trouve ça génial. Donc par contre je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus personnel pour toi. Je suppose que tu es donc sensible à ce qui se passe sur notre planète en ce moment. Est-ce que c'était quoi ton premier pas pour toi? Est-ce que ça a été le fait d'arrêter la viande et je t'ai dit oui, ça c'est vraiment un premier pas que je veux faire pour la planète, ou ça a été autre chose, parce que ça c'était, comme tu as dit, c'était une question de goût au départ.
Est-ce que ça a été autre chose pour toi ou est-ce que tu fais quelque chose en dehors de ne pas manger de viande? Oui, donc c'est vrai que tout ce qui est viande, c'était de base par goût. Après, quand j'ai connu, comme j'ai dit, Gilles Lartigot, qui lui est très sur le côté cause animale, écologie et tout, forcément ça m'a sensibilisée aussi. Je me dis, tiens, vu que j'aime pas ça déjà, pour les animaux et pour l'écologie, c'est double impact en fait. Donc c'était encore plus réconfortant pour moi de me dire que j'avais 3 raisons de changer d'alimentation. Après, de manière personnelle, à la maison, on a par exemple des panneaux photovoltaïques Oui. pour économiser l'électricité. Après, voilà, de manière générale, pas de viande, pas de poisson à la maison. Après, j'essaie. Je suis pas encore passée aux cosmétiques, j'ai pas encore passé le cap, tu vois, mais j'y pense. Après, je pense que je suis tellement axée déjà sur l'alimentation et tout, parce que mine de rien, je suis devenue végétarienne juste avant d'être enceinte. Donc étant enceinte, je me suis aussi posé des questions à savoir si je faisais bien de continuer comme ça ou pas. Et puis j'ai fait à l'instinct, je dirais, c'est-à-dire que j'ai continué à manger comme ça me faisait plaisir. Et du coup, j'ai pas mangé de viande non plus étant enceinte. Et tout s'est très bien passé. Ma fille aujourd'hui va très bien, donc il y a pas de souci. Aucun souci derrière. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'à la maison, on mange. On fait attention à ce qu'on mange, on achète local, etc. Mais le côté cosmétique, voilà, j'y suis pas encore parce que je suis tellement à équilibrer tout ce qu'il faut à la maison, à me dire comment faire et tout, que du coup, j'ai pas encore l'esprit sur le côté cosmétique. D'accord. Pour l'écologie et tout. Mais je sais qu'un jour, je m'y pencherai parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et même pour le côté santé, je veux dire, les produits qu'on utilise, ils sont pas, c'est pas idéal pour la c'est santé. pas très sain, ce qu'on met sur la peau. Même sans parler d'écologie, c'est vraiment niveau santé, donc c'est vrai que ça me travaille aussi. Alors bizarrement pour ma fille, j'y achète des shampoings bio et tout, des trucs naturels et tout, mais pour moi, je vais pas encore passer le cap. Mais parce que j'ai plein d'autres choses à penser en ce moment, mais je sais qu'un jour je me pencherai sur le sujet. Donc en fait, ça serait le prochain pas que tu serais potentiellement capable de faire. Ouais, là-dessus. En tout cas, sur lequel tu réfléchis. Oui. Ouais. Je sais que quand j'aurai l'esprit plus apaisé, que j'aurai vraiment mis en place des trucs en automatique. Au niveau charge mentale, je pourrais passer à autre chose. C'est sûr. Déjà, c'est pas mal ce que tu fais. Mais bon, oui, voilà. Donc oui, parce que je demande toujours à la fin quel geste on est capable, on se sentirait capable de faire aujourd'hui pour l'environnement. Donc toi, prochainement, ça serait potentiellement sur les cosmétiques, puisque tu fais déjà sur l'alimentaire. Ouais. Donc ça serait ton prochain pas c'est ça. en avant. Ouais. Ok. C'est ça. Et aussi, je pense à l'eau. Parce qu'en ce moment, j'achète des bouteilles d'eau. Oui. Mais j'aimerais beaucoup m'acheter une fontaine filtrante. Tu sais, c'est les grosses fontaines filtrantes. Donc ça, je m'y intéresse aussi. Après, c'est un certain coût. Donc, il faut quand même le voir comme un investissement. Donc, ce serait un autre pas. La cosmétique et changer l'eau que l'on boit avec tout ce qui est fontaine filtrante. Oui, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est ça. Je pense que déjà rien que le fait d'enlever la viande et le poisson, parce que mine de rien, on est 3 à la maison à pas en manger, parce que du coup à la maison, j'en faisais pour ma fille exprès pour pas l'obliger à suivre notre. Qu'elle fasse son propre choix. Voilà, qu'elle fasse son propre choix. Et même nous, je veux dire, à la maison, on parle jamais de cause animale ni rien. Et en fait, d'elle-même, je pense qu'à la cantine le midi, elle en mange, mais d'elle-même, le soir, elle nous en réclame pas. Et c'est vrai qu'une fois, on a été dans un magasin, c'était à Grand Frais à Nîmes, et en fait, à l'entrée du magasin, il y a le rayon boucherie, et on voit en fait les viandes pendues et tout. Et je pense que ça l'a traumatisée. Et parce qu'elle a dit mais c'est quoi ça? Et c'était pas moi qui étais avec elle, c'était mon mari du coup. Et il lui a dit c'est la viande. Et elle a dit mais la viande qu'on mange c'est ça? C'est des animaux en fait. Elle a fait le lien. Ah oui. À 5 ans et demi quoi.
Et depuis, elle fait un peu un blocage sur la viande. D'accord. Alors que nous, à aucun moment à la maison, on en parle. Enfin, on lui dit pas la viande, c'est pas bon, faut pas en manger. Enfin, Oui. on n'en parle pas, tu Oui. vois. Enfin, on lui laisse faire son choix. Même moi, j'ai cuisiné la viande. Mais du coup, d'elle-même, elle a plus voulu en manger. Même le jambon cuit, elle dit non, c'est de l'animal, je veux pas en manger. D'accord. Donc, je pense que, du fait de la grossesse que que j'en mangeais pas non plus, je sais pas si c'est un lien peut-être au niveau, tu sais, un peu énergétique, je pense qu'il y a toujours des liens, mais pour le coup, d'elle-même déjà, elle commence à s'en détacher naturellement. Donc, bon, voilà, ça fait donc vraiment, à nous trois, on n'en achète pas. Donc, au niveau écologie, je pense que ça avait déjà un certain impact à notre petit niveau sur le reste de la planète. Parce que si on était plein de familles comme ça à le faire, forcément ça aurait un impact énorme en fait. Oui, je pense aussi. Ouais, c'est sûr. Eh bien écoute Céline, je pense qu'on va clôturer là notre entretien. On aurait pu... moi j'y passerai des heures. Oui, moi aussi. C'est très très riche, c'est très intéressant. Parler, oui. Ça se voit, ça se sent. Tu aimes bien partager, c'est cool. Et peut-être qu'on se reverra pour d'autres épisodes si tu veux. Sur d'autres sujets, il n'y a aucun problème. On peut te suivre sur Instagram. Oui, sur Instagram, donc Céline Faustin. Donc c'est là où je partage le plus en fait de contenu. Il y a déjà énormément d'informations nutritionnelles. Et puis de là, vous trouverez tous les liens vers mes différents accompagnements. Et puis j'ai une newsletter aussi. Donc elle sort 2 fois par mois. Il y a la Ginger Shot en fait qui apporte vraiment plein de conseils healthy en mode un peu punchline avec plein de petits conseils dans la même newsletter. Et après la Chai Latte qui est en fait ma boisson chaude préférée et que j'aime bien boire quand je lis quelque chose. Donc là, cette newsletter-là, c'est vraiment plus sur un sujet précis et je développe beaucoup plus ce sujet-là. D'accord. Donc ça sort une fois chacune dans le mois, donc une fois tous les 15 jours. Il y a l'une ou l'autre des newsletters, donc déjà vous apprendrez énormément de choses au niveau nutrition. Ok. Voilà. Merci. Avec plaisir.